Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Rebonjour à celles et ceux qui nous ont fait le plaisir d'être là depuis ce matin. Au cours de la session qui va suivre, on va parler de faisceaux d'ions. Alors, je me suis renseigné pour savoir ce que c'était. Vous allez découvrir que grâce à leur efficacité énergétique exceptionnelle et leur capacité à générer une propulsion stable et durable, ces faisceaux ouvrent la voie à des missions spatiales plus légères, plus longues, plus performantes. Voici, et j'imagine sous vos applaudissements, Jacques Girac, qui est ingénieur de recherche CNRS au Centre de nanosciences et de nanotechnologie. On peut garder en réserve quelques applaudissements pour Béatrice Parino, ma consoeur du point. Bonne session à vous deux. Merci Boris, merci à vous d'être présent. Boris, j'ai écouté ta définition là, des faisceaux d'ions. Je crois que tu n'as pas beaucoup travaillé, donc on va faire un petit peu de rattrapage. Moi, vous le savez, mon truc c'est l'économie, c'est pas la science. Je suis un peu comme un enfant de 10 ans, donc est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est et en quoi c'est révolutionnaire? Alors, les faisceaux d'ions sont à la base générés par une source. Donc, une source d'ions, c'est quelque chose qui transforme des atomes en leur donnant ou en leur enlevant une charge. Le concept sur lequel on travaille, c'est d'avoir ces ions émis par un effet de champ électrostatique et de les projeter historiquement à grande vitesse sur des cibles. Donc, les faisceaux d'ions servent dans la microélectronique et, en l'occurrence, dans le spatial. Oui, parce que vous n'êtes pas que sur vos ordinateurs, vous avez une intention industrielle, on va y revenir en détail, et surtout, vous nous avez réservé une petite surprise. Vous êtes venu avec un démonstrateur, on va pouvoir voir concrètement ce que vous faites, en tout cas le pré-résultat de ce que vous faites. Peut-être que vous pouvez nous présenter un peu votre équipe et ensuite on va parler, vous allez nous présenter votre démonstrateur. Tout à fait. Donc, il y a Léo et Sophia là, qui vont venir emmener un concept de propulseur qu'on a testé avec nos financeurs, nos financeurs de CNRS, le CNES et puis Airbus, et qui a donné lieu à plusieurs brevets qui sont licenciés à la start-up IonX que j'ai cofondé. Donc Léo, Sophia, si vous voulez amener le concept. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais sorti du laboratoire si ce n'est pour des tests. Donc l'objectif c'est de dire... Merci. Merci à vous deux. On a un système d'émission. Peut-être avant d'expliquer combien d'années de travail c'est. Alors, moi, je travaille dans les sources d'ions depuis pratiquement toute ma carrière professionnelle. Pour la microélectronique, donc maintenant c'est plusieurs décennies. Et cette géométrie-là a été développée entre 2017 et 2022. Et donc ce qu'on voit, ce que vous voyez un peu loin, moi j'ai le privilège de voir ça d'un peu plus près. Donc ce qu'on voit là, c'est un ensemble de cellules qui sont des cellules qui vont émettre un flux. En face de ces cellules, on a un système qui va extraire le faisceau et le projeter. L'intérêt de cette technologie-là, c'est qu'on part d'un liquide. Le liquide, on vient arracher des atomes, donc des ions, à partir de cette surface et on les projette immédiatement à très grande vitesse. Donc on ne passe pas par un plasma, on ne passe pas par un système gazeux. On a des vitesses qui sont immédiatement de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres secondes. Et l'intérêt de cette technologie-là, c'est qu'elle est compacte. Vous voyez que c'est quelque chose de très plat. On peut donc le disposer sur un vaisseau spatial à différents endroits. Et cette technologie-là, actuellement, c'est la plus performante qui est connue au niveau international. Elle a un couple poussé endurance, durée de vie, qui est tout simplement révolutionnaire par rapport à ce qui était connu dans cette technologie-là. Et si on va être un peu plus précis, dans quelle mesure c'est plus poussé, plus performant que ce qui existe déjà, ce qui est utilisé déjà? Alors la principale innovation, c'est de partir d'un liquide conducteur qui est un liquide ionique. Donc c'est un sel fondu à température ambiante. Ce sel, c'est quelque chose de facilement synthétisable à la demande, avec la possibilité d'émettre un anion ou un cation, entre autres termes, une charge positive ou négative. Pour un vaisseau spatial, c'est très important, ça lui permet de garder un équilibre électrique sur de très longues durées. L'intérêt de cette technologie-là d'un liquide ionique, c'est d'avoir donc des ions lourds qui vont être éjectés à grande vitesse. Donc, principe de conservation de la quantité de mouvement,
j'éjecte une particule, je récupère une poussée en sens inverse. Plus j'en éjecte, plus ils sont lourds, plus ils sont éjectés rapidement, plus la poussée va être importante. Donc cette technologie-là est capable d'émettre 1 millinewton. Là, l'équivalent américain, c'est la fraction de millinewton. Mais cette technologie-là, on est d'accord, elle n'est pas encore utilisée. Elle est en cours de... Elle est en phase de développement. Alors, actuellement, cette technologie-là est donc licenciée à la start-up IonX qui commence à les mettre sur le marché, à les vendre. D'accord. Donc ça veut dire que bientôt, on pourra voir des petits vaisseaux spatiaux partir, vous l'espérez, spatiaux. Je vais essayer de bien parler français. Oui, c'est déjà le cas. Il y a un démonstrateur qui a été lancé en janvier 2025, qui est actuellement en phase de déploiement sur une plateforme de test, plateforme de test financée par IonX. Si on parle des autres avantages de cette technologie par rapport à celle déjà existante, qu'est-ce que vous voyez d'autre que celle que vous avez évoquée ? Vous avez, au moment de la présentation, vous avez évoqué l'aspect plat, l'aspect en fait compassé. Ça fait partie d'un des avantages par rapport aux autres technologies ? Alors le fait qu'elle soit plate, cet ensemble, ça veut dire qu'elle elle peut être placée à l'extérieur d'un vaisseau spatial. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de réservoir de gaz ou de réservoir de carburant imposant, sous pression, qu'il faut dimensionner, mettre à l'intérieur du satellite ou du vaisseau spatial qui transporte une sonde. Donc ça peut être déployé sur la surface pour donner des effets de propulsion bien sûr, mais aussi des effets de couple, d'orientation, de guidage. Et ça, du fait qu'elle peut être délocalisée, organisée en matrice, c'est-à-dire que si on veut un peu de poussée, on met un petit nombre de cellules. Si on en veut plus, on les multiplie sous forme d'un réseau, d'une assemblée de ces systèmes en matrice. Est-ce qu'il y aurait d'autres applications possibles ? Alors la raison, moi, qui m'a amené... La raison qui m'a amené à m'intéresser au liquide ionique, c'était par la propulsion spatiale. Le centre de nanosciences et de nanotechnologie, donc qui est juste à côté, travaille sur les nanosciences. En fait, c'est une approche avec un confrère américain qui m'a proposé de travailler sur ces liquides ioniques. Et moi, j'y voyais la perspective d'avoir des ions chimiquement réactifs, c'est-à-dire d'envoyer, transporter hors équilibre un ion depuis une source jusqu'à une cible, tout ça hors équilibre, et de greffer sur une cible une fonctionnalité chimique qu'on aurait choisie, avec une task-oriented, comme disent les Américains. Et ça, avec un ion positif ou un ion négatif. Ça, c'est complètement nouveau. C'est ce qui, moi, m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces liquides ioniques, de façon à les développer. Donc tout commence finalement par un coup de fil d'un confrère américain installé aux États-Unis et la suite se poursuit en Europe où c'est une collaboration américano-européenne, ce qui m'étonne dans le domaine du spatial, mais pourquoi pas ? Dites-nous. Alors cette idée, elle peut être ce parcours des nanos à l'espace commence vers la fin des années 50 avec la naissance d'un propulseur donc qui consiste à arracher depuis une phase d'un liquide conducteur des ions qui sont intrinsèquement rapides et directifs dès le départ. Donc c'est une source qu'on appelle brillance. Ça n'a pas volé à cette époque-là. Par contre, ça a donné naissance à ce qu'on appelle le focused ion beam, faisceau d'ion focalisé, qui est la technique quasi universelle pour l'analyse de défaillance des semi-conducteurs. Toutes les fonderies de silicium dans le monde utilisent de façon régulière cette technologie-là pour aller sonder les puces, voir où sont les défauts. Au CNRS, au C2N, et un de ses laboratoires antérieurs, on a été les premiers en France à avoir cette technologie FIB développée. Donc j'ai participé au premier développement de cette machine-là, qui ensuite est devenue une technologie vendue par une entreprise française. Et ma vision, c'était de dire on va essayer d'avoir des sources de plus en plus stables, de plus en plus performantes. Et on va dire, ces résultats ont attiré l'attention de collègues du MIT qui sont venus travailler avec nous, qui ont proposé donc ce liquide ionique. Ce liquide ionique, on l'a mis dans un fibre, on est les seuls, et actuellement toujours les seuls à l'avoir fait. Et on a montré qu'il y avait des avantages importants. Et à partir de là, le CNES, réalisant qu'on utilisait des carburants spatiaux, nous ont proposé de travailler avec eux. On n'était pas dans le monde spatial, et ce n'est pas mon expertise, et j'aime m'entourer d'experts dans tout ce que je fais. Donc on est allé voir avec CNRS Innovation les gens d'Airbus.
où on a trouvé de vrais experts qui nous ont donné des spécifications et avec lesquelles on a pu orienter le développement. Et à partir du moment où le résultat de ce propulseur que vous voyez ici, qui a été testé et quelque sorte qualifié chez Airbus, la question s'est posée comment le faire sortir du laboratoire, puisqu'un labo ne produit pas de produits commerciaux. Donc, d'où la création de la start-up qui est le relais entre le CNRS, notre labo, et les clients. Ce qui veut dire qu'au quotidien, vous travaillez à la fois avec des ingénieurs et des chercheurs. Vous avez une équipe multi-compétences. Alors, tout à fait. Vous avez dans la salle Léonard, qui est un ingénieur de recherche sur les matériaux, et Sophia, qui est en particulier sur les tests, le développement, avec toujours des approches de mesure de faisceaux innovantes. On ne suit pas les traces des autres, on essaie de trouver nos propres pistes et nos propres voies d'exploration. Et dites-moi, donc c'est déjà, vous l'avez dit, utilisé, ces débuts dans la vraie vie industrielle, c'était en janvier 2025, mais il faut s'attendre à une accélération quand ? Faites un pari, je sais que vous ne pouvez pas me dire la date exacte, mais voilà, c'est quoi on en est où là de son parcours ? Alors ça, c'est quelque chose qui est plus du domaine de la gestion économique de l'entreprise Ionix. Donc il y a un CEO, il y a des investisseurs. C'est leur, on va dire, responsabilité de voir le marché et d'y répondre. Donc d'après ce que j'en vois, c'est plutôt bien parti, avec beaucoup de demandes. Encore une fois, on a un procédé qui est protégé par le CNRS avec plusieurs brevets. Ces brevets ont été déposés de façon stratégique et il y a une protection autour de ces inventions qui sont assez intéressantes, en particulier pour l'exploitation économique du concept. Alors, sans donner de chiffres précis, combien de brevets vous avez déposés pour développer un tel procédé, une telle technologie ? Alors, sur ce propulseur, il y a 3 brevets indépendants du CNRS et un qui est en copropriété avec le CNES. Et il y a, avec tout brevet, une liste de savoir-faire secret qui prend à peu près 25 pages. Encore une fois, ce qu'on a fait, c'est de travailler dans un centre où on a la possibilité d'avoir des matériaux exotiques. C'est-à-dire que les matériaux qu'on utilise ne sont pas des matériaux qu'on trouve partout. Mais j'imagine que ça a été un défi. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques exemples sans toujours nous révéler de secrets, mais peut-être un ou deux, non ? Allez. C'est délicat. Non, mais sans peut-être nommer le matériau en question, mais c'est la complexité, ça a été quoi ? Alors, c'est trouver les personnes compétentes déjà pour l'identifier, c'est arriver à le sourcer, c'est arriver à le produire. Alors, le bon exemple que je peux donner, c'est que pour émettre des ions, on parle d'arracher un atome à l'intérieur d'un liquide, donc l'ioniser. Les champs électrostatiques qu'il faut créer pour arriver à ça, c'est de l'ordre du gigavolt par mètre, 1 milliard de volts par mètre. C'est pratiquement le volt par angstrom. Il est clair que quand on veut ioniser le liquide qui est déposé sur une surface émissive, il ne faut pas que la surface émissive se détruise. Sinon, ça ne marche pas. On fait un éclair, mais un éclair unique. Là, ce dispositif est capable de fonctionner pendant des heures, voire des jours, voire des milliers d'heures. Et ça, ça veut dire développer des matériaux, avoir une bonne connaissance dans la physique de ces matériaux, ce qui est, on va dire, une quête, un travail qu'on a réussi à faire. Et isoler ces matériaux, ça a été la première grosse difficulté. Ensuite, il y a tout l'aspect chimie, trouver un liquide qui corresponde à nos besoins, qui soit capable d'être peu ou faiblement dégradé par l'émission. Et ensuite, tout ce qui est le pilotage, l'informatique, le système d'exploitation du système, du faisceau, donc de la plume qui est émise par le système. J'imagine aussi que vous avez dû relever ou que vous relevez un défi énergétique, non ? Oui, c'est principalement le gros intérêt de cette technologie-là, c'est qu'elle n'a pas besoin de chauffage, elle n'a pas besoin d'énergie accessoire. On applique un champ électrostatique et ce champ électrostatique produit des ions. Il n'y a pas de phénomène intermédiaire, il n'y a pas, on va dire, d'énergie gaspillée. C'est très efficace. C'est pour ça que dans le FIB, ces sources d'ions, Focused Beam, désolé, c'est l'outil universel.
il n'y a pratiquement pas d'autre alternative au faisceau d'ion pour l'application en microélectronique que ces sources d'ion électro-hydrodynamiques, donc électrostatique, hydro, phase liquide, dynamique, parce que le système doit répondre de façon dynamique au champ électrostatique, trouver un équilibre et le maintenir dans le temps. Et cette technologie-là, elle est universelle. C'est ma spécialité. Je ne sais pas faire beaucoup de choses, mais les sources d'ion, ça me connaît. Et c'est ce savoir-faire que m'a permis de mettre en œuvre le CNRS, que m'a permis de développer au plus haut niveau, et encore une fois, sans arrogance, mais aussi en étant conscient des forces dont on peut disposer au niveau national. J'imagine que parfois vous avez pris pour un fou, non? Ah oui, j'ai eu plusieurs idées folles dans ma carrière, qui ont fait rigoler beaucoup de gens au début, après moins quand ils ont vu que ça devenait sérieux, quoi. Si vous voulez, dans le domaine des faisceaux d'ion focalisés, quand je suis arrivé avec l'idée de dire on va faire ce qu'on appelle un nanowriter, c'est-à-dire un outil qui va faire de la structuration à l'échelle nanométrique, beaucoup de gens rigolaient parce qu'un ion, quand il percute une cible, va produire des dommages qui vont au-delà de la taille initiale lorsqu'elle est petite. Mais bon, à l'heure actuelle, on est capable, on a montré avec cet outil-là qu'on savait faire des choses nanométriques. Le concept a été licencié en Allemagne, donc c'est au géant international qui s'appelle Wright, avec qui j'ai beaucoup appris. Les Allemands ont une façon de travailler, d'aller regarder, de s'enquérir des besoins clients et surtout de mettre le paquet quand ils ont identifié quelque chose qui les intéresse. Et ça nous a beaucoup servi. Alors, moi, je vous l'ai dit, pardon, je me répète, je ne suis pas auto-centrée, hein, mais c'est pour donner des éléments au débat. Donc, moi, je suis journaliste économie et dans votre parcours, au-delà, évidemment, toute la partie scientifique m'intriguait, mais j'étais interpellée par le partenariat et dans notre discussion préalable pour préparer cette table ronde aussi sur votre insistance sur l'industrialisation, la nécessité d'industrialiser ce que vous faites, vos recherches. Est-ce que vous pourrez un peu nous raconter ça? Est-ce que le premier jour que votre projet démarre, il y avait déjà cet objectif-là où les choses se mettent en place peu à peu? Parce qu'on a tendance à dire que en France, en tout cas, mais peut-être que les choses changent. J'arrive pas à mesurer si vous êtes un cas particulier, mais qu'il y a les chercheurs d'un côté et il y a l'industrie de l'autre qui fait sa recherche. Voilà. Si vous pouvez peut-être développer ça, comment vous en êtes arrivé à ce stade-là de pouvoir produire et même pouvoir avoir ces partenariats, c'est ce qui est arrivé en janvier. Alors, le partenariat, il est essentiel. C'est-à-dire qu'on peut être très compétent, mais on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc, il faut savoir s'entourer. Donc là, vous voyez mon équipe de cet été. Quand on parle d'instruments, quand on parle de dispositifs qu'on veut mettre en œuvre, mon directeur de labo aime bien ce que je fais. Mais en fait, il l'aime parce qu'au final, ça marche. Ça permet, on va dire, d'avoir de nouvelles perspectives de développement à partir de nos sciences. Et là, si vous voulez, par exemple, vous avez la dernière génération de machines à faisceau d'ion focalisés qu'on a développées. Donc, si vous voulez, c'est de l'ingénierie complexe, avec des matériaux. En France, il y a d'excellents sous-traitants, il y a d'excellentes compétences qu'on utilise. Et l'idée que moi, j'ai dès le départ, c'est de dire, bon, j'ai identifié telle faiblesse, comment je peux la corriger? Et donc, ça demande à avoir une ouverture d'esprit au niveau de ce qu'il est possible de faire au niveau instrumentation. Donc, c'est mon métier de prendre des risques, de les assumer, de les porter et d'avoir cet intérêt pour avoir surtout un cahier des charges. Parce qu'une vision sans cahier des charges, pour moi, c'est pas compatible. Donc ça, si vous voulez, c'est notre technologie, faisceau d'ion. Le propulseur spatial, comme je vous le disais, c'est pas seulement un émetteur, c'est des milliers, voire des millions d'émetteurs qui vont émettre chacun des faisceaux. Et ce système-là est capable d'avoir une poussée au final conséquente. Mais j'en reviens un peu sur votre parcours et sur le fait que ça soit concrétisé. Vous avez un petit peu raconté l'histoire, mais au final, pardon, je vous fais répéter, mais c'est le CNES qui tape à la porte et se dit il y a quelque chose qui pourra se matérialiser. Oui, l'approche est pour moi essentiellement
et d'être instrumental. C'est-à-dire que mon travail à moi, c'est un travail de laboratoire, un travail de développement. Donc une interaction avec des gens qui font des matériaux, des gens qui sont capables de les structurer. On a ça au C2N. Bureau d'études, conception, fabrication mécanique, c'est un peu un rôle un peu de chef d'orchestre. Mais ça, ce travail-là fait appel à des partenaires français, donc qui font la sous-traitance, l'usinage de céramique par exemple, ou l'usinage de matériaux un peu exotiques. On sait faire. L'impression 3D métaux en France, ça existe, donc on est capable de répondre à beaucoup de défis. La difficulté pour moi au quotidien, c'est toujours avec des budgets contenus. Le CNRS n'est pas forcément toujours très, très riche, et donc sur certains objets, on peut mettre le paquet, mais il faut savoir où mettre l'argent, et pour moi, ça fait partie de la responsabilité d'un porteur de projet. Mais au quotidien, qu'est-ce qui pourrait faciliter votre job ? Au quotidien, moi, je vous avoue que j'ai un travail dans lequel je m'éclate, clairement. Je suis sûr que c'est très satisfaisant de voir des idées mûrir, de voir des idées prendre forme, de les voir à un moment donné s'imposer, et de travailler avec des collègues que j'apprécie, et de les voir s'approprier chacun leur rôle, leur responsabilité, et que ça devienne pour eux aussi quelque chose, on va dire, de vital, d'essentiel. Moi, je pensais que vous alliez me dire j'ai besoin de plus d'argent, mais non, plus sérieusement, on entend des chiffres fous circuler de l'autre côté de l'Atlantique, avec des budgets énormes, avec une stratégie très différente de celle européenne. Au final, vous nous montrez, on sait faire aussi, peut-être avec des budgets moindres. C'est très différent. Les budgets de développement d'un propulseur tel que le nôtre et ce qui a existé, on va dire, au MIT et les sociétés, on va dire, satellites, les budgets n'ont pas le même nombre de zéros, ça c'est sûr. Néanmoins, la difficulté, c'est quand on est dans un gros projet avec beaucoup de financement, on va dire, on est peut-être plus exposé au risque de ne pas satisfaire les attentes en temps utile. Donc, au CNRS, avec les filiales CNRS Innovation, d'avoir un financement d'Airbus qui nous disent « votre idée, j'y crois, je vais vous aider à la développer », établir cette confiance, établir le dialogue, avoir la même chose au niveau du CNES, je dirais, c'est très efficace, ça marche très bien. Après, produire ce système-là, le dupliquer, le fabriquer pour un cahier des charges client, là, c'est une autre affaire. C'est une affaire plus économique, plus industrielle, et c'est plus tout à fait mon domaine. Dernière question, après je vais laisser la parole au public. On parle beaucoup de Mars, vous savez, la petite planète là, lointaine, mais que vise beaucoup de monde. Est-ce que cette techno, un jour, permettra d'atteindre Mars, ou on sait déjà qu'il y a des limites physiques ou... Alors, c'est une très bonne question. La question de l'exploration spatiale, les voyages sur Mars, tels que l'évoque Elon Musk, puisque c'est lui qui est, on va dire, le plus visible sur le secteur, c'est que les technologies classiques de propulsion, en utilisant des gaz tels que le xénon, ça pose un problème d'approvisionnement, parce que le xénon est un gaz rare sur Terre. Les centaines, voire les milliers de tonnes qui seraient nécessaires pour faire ces voyages spatiaux sont peut-être pas tout à fait disponibles. Donc d'autres alternatives doivent être trouvées qui utilisent autre chose qu'un gaz. Et cette technologie-là, en fait, c'est mon approche, peut y répondre. Donc c'est une première version de la technologie, mais encore une fois, pour être pertinent, intéresser aussi bien et continuer d'intéresser Airbus depuis 2019, il faut arriver avec de nouvelles idées. Donc les nouvelles idées, elles sont en cheminement. Ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai fait. Ce que je suis en train de faire, vous le verrez plus tard. Bon, j'espère sur des vaisseaux européens, quand même. Je l'espère aussi. Boris. Oui, on peut déjà vous applaudir. Merci beaucoup.
J'ai constaté quand même que votre collaborateur, votre collègue était un peu nerveux dès qu'on s'approche du... Ça va, je peux... Non, si je peux... Ça va. C'est quand même top secret. Ah non, vous aussi, vous êtes nerveuse? C'est le travail de toute une vie, visiblement. Et encore, vous nous avez dit, c'est la V1, la V2, derrière, ça va être encore plus... On ne peut rien dire, il y aura d'autres choses. On va commencer à prendre. J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Plusieurs mains se lever. Alors, monsieur, puis ensuite monsieur. Oui, merci, très intéressant. Oui, j'imagine que... Ah, d'accord. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, ce que vous avez fabriqué ne répond pas à ma question, mais qui s'en vient, mais est-ce que vous voyez dans un avenir plus ou moins lointain que ce propulseur pourrait nous permettre d'échapper à la gravité terrestre? Ou est-ce qu'il faudra de toute façon un booster pour démarrer et une fois en orbite, on peut commencer à utiliser ça? Très bonne question, effectivement. Donc ce type de propulsion, elle ne fonctionne que hors les couches atmosphériques. C'est-à-dire le lanceur, le booster, il faut recourir aux moyens classiques. Cette technologie-là a besoin du vide pour simplement avoir un libre parcours moyen des ions émis qui soit suffisamment grand, c'est-à-dire les projeter à l'extérieur, sous-entend qu'ils ne restent pas dans le moteur. Et de l'autre part, la conductivité électrique de l'atmosphère serait telle qu'en fait, on aurait un éclair, on aurait une conduction, un chemin de conduction qui se passerait entre le système émissif de pointe et la grille d'extraction, ce qui amènerait la destruction. Donc ce type de moteur ne fonctionne que dans un vide spatial relativement bon déjà. Monsieur, on vous écoute pour votre question. Oui, j'ai deux questions, mais qui sont liées. La première, concernant la source d'énergie d'ionisation, je suppose qu'elle n'est pas embarquée. Vous la trouvez sur place, c'est l'énergie solaire, ou détrompez-moi si je... Et la deuxième question, ça rejoint la précédente, dans la mesure où votre système de propulsion ne permet pas de s'arracher à la gravité terrestre directement. En quoi ça intéresse Airbus? Est-ce qu'Airbus veut faire des voyages? Enfin, vous avez compris la question. Alors, la première question, c'est effectivement, il y a besoin d'une source d'énergie, donc photonique, de lumière. Après, pour tout ce qui est exploration spatiale, il y a des solutions telles que les générateurs nucléaires qui permettent de fabriquer de l'énergie électrique. Donc ça, c'est deux solutions. Après, la seconde question, c'est pourquoi ça intéresse Airbus, pourquoi ça intéresse le CNES. C'est qu'actuellement, Airbus déploie des constellations de satellites. Ces constellations de satellites, pour le changement d'orbite, pour l'orientation, le guidage, il y a besoin de propulsion. Et les satellites devenant de plus en plus petits, passant de quelques tonnes à quelques centaines de kilos, le propulseur doit aussi être réduit en taille. On a une autre question, monsieur? On va vous donner le micro. Oui, j'ai une question de Béotien. On imagine que donc il y a une poussée constante pendant très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se sont projetés pour regarder quelle vitesse on pourrait atteindre avec ce genre de propulseur, dans l'espace, bien sûr? Alors, la question de la vitesse limite, c'est quelque chose qui est assez compliqué à répondre. C'est une question d'énergie. Combien d'énergie sera disponible? Quelle taille de propulseur on va mettre? Et quel type de poussée on vise? Plus on pousse fort, plus la durée de vie va réduire, plus il va falloir de carburant. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Sur l'aspect que vous évoquez, c'est-à-dire la projection des vitesses limites, ça dépend des technologies. Il y a plusieurs hypothèses, mais il y a une vitesse limite quand même liée à la masse du véhicule spatial. Bonne réponse de scientifique, quoi. On ne sait pas. Donc, monsieur... En tout cas, je ne sais pas. Oui, voilà. Bonjour. J'ai une question en ce qui concerne l'efficacité de la masse. Parce que est-ce que vous pensez que c'est possible de gagner en allant dans un régime relativiste avec les projectiles? C'est ce qu'on fait au synchrotron. Là, on a un facteur 5000. Oui. Alors, effectivement, ça peut répondre aussi à la question précédente. Effectivement, si on est capable d'émettre des ions à des millions d'électronvolts,
il y a plein de perspectives qui s'ouvrent. Néanmoins, quand on discute avec des ingénieurs spatiaux de haute tension, on est vite refroidi. Parce que dès que ça dépasse 2 kV, bon, il commence un peu à être mal à l'aise. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, mais les millions d'électronvolts et les vitesses relativistes, il y aura encore quelques progrès technologiques à faire, je pense. C'est une litote ou un euphémisme? Pas la peine de répondre. Madame, on vous donne un micro. On vous écoute, madame. Oui, bonjour. Je me posais la question, est-ce que la surface, au fil de son utilisation, se dégrade? Et si oui, dans ce cas-là, comment on peut faire des voyages spatiaux? On part et on ne revient pas? Alors, justement, l'idée, c'est que la surface qui est, on va dire, la surface émissive, soit la plus robuste possible par rapport aux contraintes extrêmes qu'on leur applique. Si vous voulez, les champs qu'on génère sur Terre, c'est pour désintégrer la matière, c'est parmi ce qu'on sait faire de plus fort. Donc notre challenge à nous, ça a été de définir des matériaux qui puissent résister à ces contraintes extrêmes et en même temps d'ajouter, de venir mettre entre cette force électrostatique et cette surface un consommable qui est le carburant. C'est-à-dire qu'il y a une couche de protection sur le système émetteur qui est le carburant qu'on va désintégrer. Et en permanence, cet apport de carburant protège la surface émissive. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question dans le public? Merci beaucoup pour vos questions. On peut à nouveau applaudir M. Jacques Chirac. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques petites minutes. Il va être question d'Alzheimer. N'oubliez pas.